Cette semaine, à Vidéo Terreur, le studio Universal et ses fameux monstres. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, les monstres du studio Universal. Et pour en parler avec moi comme à chaque semaine, M. Jimmy Franqueur, spécialiste et fan fini de films d'horreur. Bonjour Jimmy. Salut Pierre. Ça va bien? Oui, toi? Oui. La Universal, c'est un studio qui date quand même, un des premiers grands studios du cinéma. C'est le plus ancien, là. C'est le plus ancien. C'est fondé en 1912, fait que c'est vraiment le plus ancien studio de distribution aux États-Unis. Et les gens réalisent pas, mais souvent l'image ou l'iconographie des grands héros, pas des grands héros, mais des grands monstres mythiques viennent du studio Universal. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement. Là, je vous dirais, quand les gens, par exemple, pensent à un loup-garou, pensent à les vampires, c'est clairement cet imaginaire-là, là, que c'est à ces films-là qu'on fait référence. Puis on regarde aussi, même, surtout au niveau des émissions pour enfants, Scooby-Doo, toutes les je dirais les décorations d'Halloween, on est vraiment très, très proche là, du look là, des monstres du Universal. Okay. Puis là, tu disais, le studio débute dans les années 10. Est-ce que c'est déjà leur vocation, ce qu'ils veulent faire, des films d'horreur? Pas nécessairement. En fait, le studio a été fondé par Carl Laemmle en 1912. Au départ, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'Universal, c'est un studio très, très familial. Okay. Même que on appelle M. Laemmle l'oncle Laemmle. Parce qu'au studio, il y a à peu près tout le monde qui a un lien de parenté plus ou moins proche avec lui. Donc, au début, je dirais, c'est pas nécessairement une vocation. Le premier film, là, c'est 1931, mais c'est même pas nécessairement lui qui veut faire de l'horreur nécessairement, c'est son fils. OK, c'est son fils. Parce qu'il a laissé les rênes de son fils là, à 21 ans. OK. Donc, à 21 ans, Carl Laemmle Jr. hérite des rênes d'Universal et a un intérêt, justement, là, pour faire des films d'horreur. Donc, c'est à partir de là qu'on va avoir une lancée, là, mais... on n'est pas nécessairement dans un studio comme le studio anglais Hammer où on est vraiment, je dirais, on s'est donné une vocation, un peu comme tu disais, là, de l'horreur. Universal va rester un studio je dirais, à grand déploiement, puis on fait de l'horreur, mais on fait énormément autre chose. Là. Donc, on ne s'est pas nécessairement approprié le style. Là. OK. Mais leurs films d'horreur vont rester mythiques, classiques et marquants, en fait, pour l'histoire du cinéma. Ah, clairement, là, on peut parler vraiment de grands classiques. C'est des films, encore une fois, au niveau de la culture, je dirais. Probablement qu'aujourd'hui, peu de gens les ont réellement écoutés, ou en tout cas, ils sont moins nécessairement populaires, probablement par le fait aussi que, bon, on est dans le noir et blanc, là, ce qui est souvent aussi un frein pour certains à l'écoute. Mais dans l'image populaire, l'influence est vraiment majeure. Il y en aura combien au total des films? En fait, là, Universal, ce qu'on pourrait appeler là, vraiment les grands classiques là, avec La Momie, La Créature du Lagon Noir, le Frankenstein, puis Dracula. On est vraiment dans une trentaine de films à peu près. Là. Okay. Donc, avec plusieurs suites. Ça fait partie aussi des particularités là, du studio d'avoir, je dirais, compris qu'il y avait, je dirais, quelque chose qui était vendeur là, puis de commencer à faire des suites. Là. OK. Puis avec quoi on débute dans les années 30? Dracula. Donc, 1931. C'est lui qui va être... En fait, c'est la première adaptation de l'œuvre là, de Bram Stoker, Dracula. Directement là, du roman. Oui, tout à fait. Parce que le premier, en fait, il y avait eu une adaptation qui était, on pourrait considérer pirate ou illégale, Nosferatu en 1922. Oui. Un film allemand là, aussi excessivement marquant là, dans l'expressionnisme allemand, mais on n'avait pas réussi à avoir les droits, donc c'était une œuvre, je dirais, qui était clairement inspirée de Dracula. C'était la même histoire. Mais en 1931, Universal réussit à avoir les droits et c'est la première adaptation officielle de Dracula. OK. Avec Bela Lugosi. Qui va être marquant dans ce rôle-là. Qui va être associé à lui, je dirais, toute sa vie. Là. C'est un auteur, un acteur qui a fait beaucoup, beaucoup de films là, par la suite d'horreur, mais il va toujours être, je dirais, dans l'imaginaire populaire, là, Dracula. Il va d'ailleurs être enterré avec sa cape. Là, Ah oui? Oui. Mais souvent, on confond, on pense que c'est lui qui a fait cette demande-là, alors que c'est sa femme qui a voulu un peu, je dirais, porter hommage à son personnage là, qui l'a rendu célèbre. Là, Puis qu'est-ce qui l'a rendu classique, ce Dracula-là? Je pense que c'est l'un des premiers à camper l'image. Là, avec la cape. La cape. Je dirais, ce que les téléspectateurs ont en tête quand ils pensent à Dracula, je dirais c'est excessivement ça. C'est le style. Là. On est la chemise blanche, la cape, l'intérieur noir avec l'intérieur rouge. C'est le classique.
Puis même, ce qui est intéressant aussi, c'est que Bela Lugosi était originaire de Transylvanie. Ah oui? Ce qui ne s'invente pas, là. Ah oui, quand même. Donc, il y a aussi, je dirais, Lugosi avait à quelque part aussi l'accent qui donnait aussi une crédibilité à son rôle, là. Parce que dans beaucoup de rôles, en fait, son accent était un problème. Oui, il devenait un handicap. C'est un handicap, alors que pour Dracula, ça a donné une crédibilité là, que peu avait. Là. Puis, je sais pas si tu sais, mais il y a eu 2 Dracula qui ont été tournés simultanément. OK, non? Il y a une version espagnole qui était, en fait, le Dracula avec Bela Lugosi était tourné de jour, puis la version espagnole était tournée de soir. Avec Bela Lugosi aussi? Non, okay. Avec un autre acteur. Puis les différences sont intéressantes. Là. Dans la plupart des coffrets, là, quand vous achetez le film de Dracula, la version de 1931, vous avez aussi la version espagnole. Puis il y a une histoire qui est amusante avec ça, en fait, c'est que le producteur, c'est pas sur des arguments économiques, en fait, qu'on a tourné une version espagnole. C'était que le producteur était tombé amoureuse d'une actrice qui s'appelait Lupina Tovar. Puis, pour en fait la garder le plus longtemps possible là, au studio, il est arrivé avec un projet en disant on pourrait faire un film, on pourrait faire une version de Dracula parce qu'on est en train de la tourner économiquement. Ça ne nous coûterait pas cher et ça permettrait à l'actrice de rester le plus longtemps possible. Ce que l'amour peut faire. Ils se sont d'ailleurs mariés. Là. Donc, ça a été, je dirais, peut-être pas une bonne idée sur le plan économique, mais ça a été un bon coup là, de son côté. Ce qui est intéressant aussi, les comparaisons avec la version espagnole puis américaine, c'est que la version espagnole est peut-être un peu plus permissive. Là. Okay. Au sens où, les robes sont légèrement plus décolletées. Dans cette version-là, on voit les marques sur le cou, alors que dans la version américaine, non. Okay. Donc, il y a une certaine liberté, je dirais, qui est un peu plus présente là, au niveau de la version espagnole. Puis, il y a beaucoup qui considèrent que sur le plan de la réalisation, la version espagnole est supérieure. Mais clairement, Dracula, je dirais, l'image va rester avec Bela Lugosi, là, qui porte le film presque à lui tout seul. I am Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Thousands. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dracula? Oh, what's he done to you, dearie? Tell me. He came to me. He opened and extended his arms, and he made me drink. Il va en avoir plusieurs, là, des Dracula. Ils vont faire des suites et des suites. Là. Tout à fait. Ça fait partie aussi un peu, je dirais, du style d'Universal où on a, il fait beaucoup de suites. Donc, la fiancée de Frankenstein, le fils de Frankenstein, le fils de Dracula. On a beaucoup, je dirais... Passer la famille. Là. Passer la famille puis tabler sur les suites. Puis même à un certain moment donné, je vous dirais que Universal commence à se dire ça pourrait être intéressant de mêler les monstres. Là. Okay. Donc, on a eu aussi, par exemple, la maison de Frankenstein où on va avoir Frankenstein, Dracula, le loup-garou, la momie. Donc, on s'est mis à mélanger les genres, puis les monstres, ce qui donne quelque chose d'assez intéressant aussi. Là. Okay. Puis même, ce sont presque, pas presque, mais ils ont fait une légère incursion aussi au niveau de l'humour avec Abbott et Costello. Oui. Où on va aussi essayer d'en faire des comédies. Là. Mais avec ces films-là, on n'était pas nécessairement, franchement, dans l'horreur, je dirais, très, très intense. Là. Il y a beaucoup de jeunes, souvent, qui ont
dans les années 50, les années 40, qui ont connu justement ces créatures-là à travers le cinéma même d'après-midi. Là. OK. Donc des programmes doubles. Et d'ailleurs, quand le studio Universal a changé de règne, parce que les Laemmle, en fait, ont continué, à être très présents jusqu'aux années 38. Puis suite à plusieurs mauvaises décisions là, économiques, on passe les rênes à deux autres producteurs. Et en fait, ces deux producteurs-là n'ont aucun intérêt à faire de l'horreur. Sauf qu'à un moment donné, ils ressortent Frankenstein et Dracula en programme double au cinéma et c'est un hit. Et ils en viennent encore une fois à la conclusion que c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce qui vend. C'est ça ce qui veut. Donc, on continue à faire des suites. Là. Mais parlons-en, là, on a parlé de Dracula, mais après ça, ce qui sort, ça va être Frankenstein? Tout à fait. Oui, ça, c'est notre second. Aussi un grand classique avec Boris Karloff qui va personnifier. Là, l'image qu'on a de Frankenstein, c'est Boris Karloff. Effectivement. En fait, du monstre, parce qu'il ne faut pas oublier que Frankenstein, c'est le docteur qui crée la créature, mais souvent on associe le mot Frankenstein à la créature. Tout à fait, oui. Puis effectivement, je dirais, c'est probablement aussi la représentation la plus qui me vient à l'esprit le plus facilement, Frankenstein. Le maquillage, ça prenait quand même 3 heures à mettre, 2 heures à enlever, puis encore une fois, peut-être fait cocasse. À partir du moment où on finissait les prises, on mettait une cagoule à Boris Karloff quand il se promenait au studio pour aller manger, entre autres, à la chambre de bain et autres, parce qu'on avait peur que les secrétaires qui étaient enceintes fassent une fausse couche. Ouais, c'est bien drôle. Fait qu'il se promenait toujours, je dirais, avec une cagoule là, pour éviter d'effrayer les gens. Là. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. To shock women into uncontrolled hysteria. Elizabeth! To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein. Don't touch that! Encore là, il y a eu plusieurs suites. Entre autres, un autre qui a été très classique, c'est le Bride of Frankenstein, avec sa femme là, qui avait une chevelure particulière. Elsa Gloucester, qui est la fiancée, qui même à certains égards, je pense qu'elle est même supérieure à Frankenstein. Là. Le premier, là, oui, je pense que c'est un des meilleurs. Là. On est vraiment là, dans quelque chose qui est excessivement intéressant. Le look aussi est très beau. La fiancée de Frankenstein qui est vraiment géniale. Puis encore une fois, malheureusement qu'on n'a pas revu après dans d'autres films, là, mais c'est un personnage qui est quand même là, visuellement aussi super intéressant. Oui. Là.
après ça, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on tombe au loup-garou, à la momie, à l'homme invisible, la créature du lagon noir? Après, si on y respecte un peu les dates, on a la momie 1932. Okay. Avec Boris Karloff. Encore une fois, Boris Karloff, qui en passant, qui n'est pas son vrai nom. Hein. Le vrai nom, c'est William Henry Pratt. OK. On l'avait affublé d'un nom un peu plus à consonance étrangère. Mais essentiellement, là, puis peut-être juste détail aussi, qui est un londonien aussi, Boris Karloff. Donc, encore une fois, là, l'image là, qu'on a de lui un peu de l'Europe de l'Est là, est tout à fait fausse. Fait qu'on a la momie, effectivement, là, où il va reprendre, je dirais, non pas le Frankenstein, mais personnifier la momie. Puis aussi un film très, très intéressant là, au niveau du visuel. Death, eternal punishment for anyone who opens this casket. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. There's nothing on earth like the mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death. Now I know his horrible plan. He is going to kill her and make her a living mummy like himself. On va parler bientôt là, du studio Hammer. Le studio Hammer anglais va reprendre tous ces personnages-là puis va refaire leur propre remake et leur propre suite. Là. Okay. Suite à ça, à la momie, on tombe à... Je pense que le grand classique de Wolfman, 1941, avec Lon Chaney Jr. Ouais. Lon Chaney Jr., en fait, qui est le fils de Lon Chaney, qui est un acteur aussi qui s'avait fait connaître là, pour son Fantôme de l'Opéra. Oui. Qui était aussi un acteur qui était très connu pour ses talents de maquilleur. Là. Parce qu'on est à l'époque où les effets spéciaux, je dirais, sont embryonnaires. Ouais. Puis Lon Chaney, c'était vraiment quelqu'un qui s'était fait reconnaître pour sa capacité. Même il y avait des légendes qui disaient qu'il n'avait jamais été vu à l'écran sous son vrai visage. Okay. Donc, son fils, Lon Chaney Jr., va prendre un rôle important qui est The Wolfman, qui est un film excessivement... probablement un de mes préférés. Okay. On a une ambiance là, avec des gitans, la brume. Je dirais l'image qu'on a dans l'Halloween, là, encore une fois, de la brume, le mystère, la pleine lune. On est vraiment là-dedans. C'est un très, très beau film. Là. Scènes de transformation qui ont un peu mal vieilli. Oui, effectivement. Là, je dirais surtout avec l'époque maintenant des CGI où on est vraiment là, dans des transitions un petit peu grossières. Au niveau des effets spéciaux, effectivement. Mais l'ambiance est... au niveau de l'ambiance, là, c'est un film qui est très réussi. Là. Johnny Williams was killed? Yes. Find something? Animal tracks. Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. Oh, don't hand me that. You're just wasting your time. The wolf bit you, didn't he? Yeah. Yeah, he did. You wouldn't want to run away with a murderer, would you? Oh, Larry, you're not. You know you're not. I killed Baylor. I killed Richardson.
If I stay here any longer, you can't tell who'll be next. Après ça, on a Creature from the Black Lagoon, qui, moi, personnellement, est mon préféré. Là, 1954. Ouais, je trouve ça fantastique. Il faut savoir aussi que le comédien qui est dans la créature n'a pas d'air. Là. Il y a un plongeur à côté qui le suit pour lui donner de l'air entre les prises. Et quand tu écoutes le film, tu réalises que c'est plus de la moitié du film qui est tourné en dessous de l'eau. Donc, c'est quand même un exploit technique pour l'époque. Là. Oui, puis effectivement, là, on s'en rend justement pas compte, mais il y a beaucoup de scènes marines. Puis encore une fois, on est clairement dans quelqu'un. Puis en fait, il y avait 2 acteurs. Hein? Okay. Rico Browning est l'acteur qui fait les scènes sous-marines. Puis Ben Chapman était l'acteur qui faisait les scènes sur la Terre. Mais on peut, je pense, lever notre chapeau là, clairement à Rico pour au niveau des scènes sous-marines. Puis c'est un film au niveau de la réalisation qui est excessivement beau. Là. Je dirais, le travail de caméra, on peut facilement faire pause à chaque image, puis ça ferait une belle affiche. Là. Oui. Science couldn't explain it, but there it was, alive in the deep, deep waters of the Amazon. A throwback to a creature that had existed 100 million years ago, immensely strong and destructive. A woman's beauty, the bait that brought it out of its lair. See underwater thrills never photographed before. See Titanic underwater battles never dreamed of before in this most terrifying of the science fiction adventures. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression que à travers ces films-là, on a développé une culture d'acteurs qui vont revenir et qui vont personnifier la créature de film en film, mais au bout du compte, au niveau du studio et de la réalisation, c'est un peu n'importe qui fait ça. Puis Est-ce que je me trompe? Non, effectivement. Non. En fait, il y a à peu près seulement 2 réalisateurs qui ont fait plus d'un film là, pour le studio Universal au niveau des monstres. Il y a James Whale qui a fait La fiancée de Frankenstein puis L'homme invisible. Puis il y a un réalisateur qui s'est attaqué à 2 Abbott et Costello, mais essentiellement pour le reste des films, c'était un réalisateur, un film. Là. Okay. Il n'y a pas nécessairement de réalisateurs qui se sont, je dirais, associés aux monstres d'Universal. Donc on est vraiment plus au niveau des acteurs, comme on a dit, Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., puis Lon Chaney, qui sont vraiment les acteurs qui ont été les plus marquants. Est-ce que ça se termine? Est-ce qu'il y a un essoufflement à un moment donné avec des films de la Universal? Ben, on parle, là, l'essoufflement était au niveau à peu près des années 50, là, parce qu'il y a une vague là, qui commence à monter, qui est la vague des films de science-fiction. Oui. Fait que l'Universal commence à délaisser, on pourrait dire, le gothique pour s'attaquer beaucoup plus à la science-fiction. Donc, on commence à tourner des films beaucoup plus autour des invasions extraterrestres au niveau des années 50. Puis à partir de là, bon, évidemment, là, il n'y aura pas nécessairement de mode là, pour Universal de reprendre ces monstres. En fait, le relais va beaucoup être repris avec le studio Hammer en Angleterre. Qui a le droit de reprendre les thématiques, mais qui n'aura pas le droit de reprendre le look, le visuel. Effectivement. Là, ouais. Par exemple, on va prendre Frankenstein qui a été aussi fait avec Christopher Lee, où on est un monstre qui ressemble complètement à d'autres choses. Ouais. Moins marquant, parce qu'encore une fois, il y avait quelque chose de très... Karloff avait réussi à créer un personnage assez visuellement intéressant. Mais Universal, Hammer va réussir à reprendre les personnages, les modifier, avec plus ou moins de succès, dépendamment, encore une fois, là, peut-être des séries. Là. Bon, moi, j'ai le goût de m'intéresser à ça sur Universal. Bon, moi, j'ai déjà presque tout écouté. Mais qu'est-ce faut absolument écouter, là, selon toi, là, si on veut s'intéresser aux monstres de la Universal? Je pense que les classiques incontournables, Créatures du Lagon Noir, comme on a dit tout à l'heure, ce qui est probablement un des mieux réalisés, les plus faciles d'approche. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des seuls films 3D là, des monstres Universal. Excellent film. The Wolfman, personnellement, que j'aime beaucoup.
Dracula, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein. La fiancée de Frankenstein, qui est assez solide là aussi comme film. On n'a pas parlé de L'Homme Invisible, mais c'est pas mon préféré non plus. Non, sauf que je dirais que L'Homme Invisible, on est beaucoup plus pris l'accent de la comédie. Là. Ouais. Je dirais à rigueur, à certains égards, on est beaucoup plus dans l'ordre de la comédie avec ce monstre-là. Là. Mais les 5 qu'on a nommés, je pense que si quelqu'un veut s'initier, je pense qu'on est à la bonne place. Là. Et puis tu le disais plus tôt aussi, ça a été marquant tout ce visuel-là pour aussi, au niveau de la culture populaire. Là. L'Halloween a été beaucoup façonné à travers le temps par les monstres de Universal. Oui, effectivement. Là, même qu'à une certaine époque, j'ai peine à croire, là, à imaginer plutôt comment on peut se représenter l'Halloween avant les monstres Universal. Parce qu'encore une fois, aller juste au n'importe quel magasin dans la période de l'Halloween, les décorations, vous allez mettre sur les murs. On est dans je dirais vraiment une représentation directe. Quand vous achetez une cape de vampire là, pour vous déguiser, c'est Bela Lugosi. Là. Ouais. C'est peut-être pas l'acteur, mais on reconnaît exactement je dirais l'esthétique. Là. Hey, merci beaucoup, Jimmy. C'était vraiment passionnant comme à chaque semaine. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte de différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express.